Chapitre 4. À Sumter, l'année qui a précédé mon transfert dans le couloir de la mort, j'ai rencontré un homme nommé Robert Chambry. C'était en août 1972. Et lorsque nos chemins se sont croisés, Robert avait près de 70 ans. Il marchait voûté et boitait, et il avait la mine d'un homme vaincu. Mais vaincu, il ne l'était pas, car Robert Chambry possédait un courage à toute épreuve. Apparemment, il avait passé 13 années à l'isolement, dans une cellule étroite de 2,40 m sur 2,40 m, avec un lit à cadre d'acier, un trou dans le sol et 50 minutes de lumière du soleil tous les 3 jours. Il avait atterri là-bas à cause de ces histoires, des histoires extravagantes, incroyables et étrangement fascinantes. Les gens étaient dérangés par ces histoires, par ces affirmations, par les théories qu'il présentait, et même si n'importe quelle personne saine d'esprit aurait considéré qu'il n'avait pas inventé le fil à couper le beurre, mes souvenirs de Robert Chambry demeurent parfaitement clairs. C'était un homme dangereusement intelligent. Je suis la seule personne à qui il ait expliqué les raisons de son emprisonnement. Pourquoi il m'a choisi, je ne l'ai jamais su, car Chambry est mort d'une crise cardiaque, l'une de ces attaques caractéristiques des pénitentiaires fédéraux, un mois avant mon transfert dans le couloir de la mort. Et c'est lui qui m'a aidé à comprendre ce qui m'était arrivé, et surtout pourquoi. C'est lui qui m'a mis en garde contre un certain monsieur West, un homme qui joignait le geste à la parole et qui dirigeait le bloc D comme s'il était le dernier dieu américain. Je ne savais pas à l'époque que monsieur West serait une figure aussi marquante des dernières années de ma vie, et si je l'avais su, j'aurais prêté beaucoup plus d'attention à ce que Robert Chambry me disait de lui. Mais je l'ignorais. À l'époque, ça semblait sans importance, et Chambry avait le don de vous faire sentir ce que vous deviez ou non écouter. Il m'a parlé pendant 3 jours d'affilée. Nous ne nous rencontrions que durant les repas, et après le premier jour, je me revois me tenant dans la file, tendant le cou, passant en revue les visages, tandis que je le cherchais parmi la foule. Mon procès, et les querelles judiciaires qui l'ont suivi, étaient complexes, et s'éternisaient depuis des mois. Mais c'est une autre histoire, une toute autre histoire. Tant que mon cas n'était pas réglé et la condamnation à mort définitive, j'étais là, avec les détenus ordinaires. J'ai trouvé Robert Chambry dans le coin du réfectoire, au fond à gauche. Apparemment, il s'asseyait toujours seul. Les gens l'évitaient comme la peste, comme un danger mortel. Il semblait qu'il était resté seul durant toutes les années où il avait été là, et hormis les quelques heures que j'ai passées avec lui, il est resté seul pour le restant de sa vie. Il y avait quelque chose d'étrange en lui. Sa façon de me regarder me donnait l'impression d'être invisible, mais cette sensation ne me perturbait pas. Elle me faisait simplement sentir que j'étais là pour écouter, pour être le réceptacle de ce qui franchirait ses lèvres. Chambry se décrivait lui-même comme un canal des dieux. Peu importait ce qu'il entendait par là. « Je vais te dire un truc, gamin. » Il disait ça chaque fois qu'il commençait. « Je vais te dire un truc. » Tout ça, c'était un acte prémédité. Le meurtre du roi. C'était la 3e partie nécessaire de la trilogie. Ils avaient 3 objectifs pour provoquer le pourrissement complet de la matière, la dissolution totale de la société. Chambry a esquissé un sourire sardonique. « Dis-moi que tu vois pas que la société tombe en morceaux, que tout part à volo. » « Si, je le vois, ai-je répondu. Il a acquiescé. « Ce qui t'est arrivé est un symptôme de la maladie. » Un symptôme ? Un symptôme de quoi ? Je me suis penché en avant. Tout le merdier
et toutes les manigances dans lesquelles tu t'es fourré ici. » Il a souri d'un air ironique et m'a fait un clin d'œil. « Je connais un peu de ceci et un peu de cela, tu vois. » J'ai secoué la tête. « Tu sais ce qui m'est arrivé ?» Chembry a écarté la question d'un geste de la main. « J'ai quelque chose à te demander, » a-t-il dit. « Tu sais pourquoi ils ont tué John Fitzgerald Kennedy ?» Il n'a pas attendu ma réponse. Il ne semblait pas vraiment avoir besoin que je l'écoute, seulement que je sois là. La première partie, ils l'ont appelée la création et la destruction de la matière primordiale. Fallait que ça ait l'air complexe pour que les gens les prennent au sérieux. Ils voulaient que les gens d'en haut soient impliqués. Toute la fraternité des francs-maçons pour provoquer ce traumatisme de masse, ce contrôle spirituel du corps politique des États-Unis. Ils avaient un type nommé Peter Kern, lui-même franc-maçon, et ils lui ont demandé de construire une porte. Le site de la porte s'appelait Trinity, au Nouveau-Mexique, sur le 33e parallèle nord. Il y avait une vieille route là-bas qui s'appelait la Jornada del Muerto, le voyage du mort. Alors, Kern a construit la porte, et ils l'ont appelée la porte aux 1000 portes. Et une fois qu'elle a été achevée, ils ont décapité Kern lors d'une cérémonie. Ils ont aussi fait d'autres trucs, des trucs occultes, tout au long du 33e parallèle, jusqu'à la ville de Truth or Consequences, au Nouveau-Mexique. Chembry a souri et fait un clin d'œil. Il savait de quoi il parlait, même si moi, je l'ignorais. Je vais te dire autre chose. Ces cinglés croient en une chose nommée le serpent de feu Kundalini. Ils disent qu'il vit dans le corps des hommes et qu'il s'enroule autour des 33 segments de la colonne vertébrale, qu'ils considèrent comme le véhicule de l'ascension du feu. 33 est aussi le plus haut degré dans la franc-maçonnerie. Il a acquiescé et fait un nouveau clin d'œil, comme si tout devenait clair. La deuxième étape de la création et de la destruction de la matière primordiale a aussi eu lieu à Trinity, l'endroit de feu, avec la détonation de la première bombe atomique. Chembry s'est penché en arrière et a souri. Il a levé sa cuillère. Ils savaient exactement ce qu'ils faisaient, tu vois. Ils savaient exactement où ils allaient. Il a abaissé sa cuillère et s'en est servi pour remuer la bouillie sur son plateau. Je voulais lui demander ce qu'il voulait dire, ce qu'il savait de ce qui m'était arrivé. La troisième étape a été le meurtre du roi, a-t-il poursuivi, interrompant mes pensées. À 15 kilomètres au sud du 33e parallèle nord, entre la rivière Trinity et le triple passage souterrain de Dallas. Et c'était Dealey Plaza, le site du premier temple maçonnique de Dallas. Avant, cet endroit s'appelait Bloody Elm Street, et c'est là qu'ils ont amené le roi de Camelot, John Fitzgerald Kennedy, et qu'ils l'ont sacrifié. Chembry regardait en direction de la foule qui nous entourait. Il a lentement hoché la tête. Ils ont tué le roi, tu vois. Ils l'ont tué devant le monde entier. Et ça a été leur coup le plus génial. Chembry m'a de nouveau fixé. Il y a cette photo qui a été prise le même jour à Dallas.
Tu l'as vu? 3 clochards, 3 vagabonds en garde à vue. Des clochards avec des coupes de cheveux soignées et des chaussures propres. Ces 3 types venaient d'être relâchés sans avoir été identifiés, mais les personnes qui s'intéressent à ce qui s'est réellement passé ont toujours cru que la présence de ces hommes avait un sens. Je vais te dire qui c'était. C'était des symboles maçonniques, parce que chaque fois que les francs-maçons tuent quelqu'un, 3 petits ouvriers sont présents. Jubela, Jubelo et Jubelum. C'était eux. Ils devaient être là. Ils faisaient autant partie de l'histoire que tout le reste. Chembry a une fois de plus souri, avec la même expression ironique qui en disait plus que des mots. Kennedy a pas été assassiné pour des motifs politiques. Ils l'ont pas tué parce qu'il essayait d'arrêter la guerre du Vietnam ou de fermer Bell Helicopters. C'était même pas parce qu'il tentait de faire cesser la ségrégation des Noirs. Ils l'ont tué parce qu'ils pouvaient le faire. Ils voulaient que le monde sache qu'ils pouvaient abattre l'homme le plus puissant du monde et lui faire exploser la tête à la télé et que personne pourrait rien y faire. On saura jamais qui l'a réellement tué. Ces détails disparaîtront avec les gens qui ont appuyé sur la détente et les personnes qui ont organisé le coup. Je suppose que les tireurs eux-mêmes sont morts dans l'heure qu'a suivi l'incident. Oswald n'était pas plus responsable que toi. Kennedy s'est retrouvé pris dans un triangle de coups de feu, une stratégie classique de la CIA. Tout le flot de désinformation qui a suivi, les théories sur la CIA, la mafia, les anti-Castro, le KGB, l'extrême droite texane, tout ça était planifié 1 an avant l'assassinat. Les gens qui ont mis Kennedy en place se sont aussi débarrassés de lui. Chembry a détourné le regard. Une expression de tristesse est brièvement apparue dans ses yeux. Tu vois, tout a changé après novembre 1963. Le monde entier a changé. L'Amérique a commencé à se casser la gueule. La qualité de vie s'est détériorée. La musique est devenue plus forte. Les drogues ont envahi la culture populaire. Même les vêtements que les gens portaient ont changé. Plus de coton ni d'étoffe naturelle, mais d'affreuses matières artificielles aux couleurs criardes. L'Amérique s'est aperçue que ceux qui pouvaient tuer son président en plein jour pouvaient faire tout ce qu'ils voulaient. Il n'y avait plus un homme seul, le meneur de la nation, mais une fraternité invisible, non élue. Et cette même fraternité nous a donné le LSD et la psychiatrie, l'amour libre, la pornographie, la violence à la télé, tout ce qui faisait qu'il était acceptable d'être dingue. Chembry a hoché la tête. Ils ont abattu le roi de Camelot et nous ont donné le magicien d'Oz. Nous existons dans un lieu d'irréalité. Nous sommes manipulés par des mains invisibles. Et il y a toujours au fond de nous la conscience que quelque part, des gens savent qui nous sommes, ce que nous faisons, ce que nous ferons ensuite. Et quand c'est nécessaire, ils enfoncent les boutons, tirent les ficelles, et tout reprend la place qui lui a été assignée.
J'ai ouvert la bouche pour parler. Mais Schembri a poursuivi. Ma nourriture était déjà froide. Kennedy était un meneur visuel, un homme qui gagnait les cœurs et les esprits de la nation à travers le poste de télé. Il a souvent été dit que Kennedy avait été élu grâce à son apparence. L'Américain typique, le type droit, le soldat propre sur lui. Il était le fils idéal dont rêvait nos mères, le garçon que nos pères voulaient qu'on soit, et on s'est identifié à lui. Ils l'ont tué. Ils nous ont tués. Et par ce simple geste, ils nous ont pris notre identité et notre vision. Ils ont réussi à faire à toute une nation ce qu'ils faisaient à des individus depuis des années. C'était leur plus grand coup. Un moment de pur génie. Et il les a rendus audacieux et courageux et bien déterminés à poursuivre leur plan afin d'établir un nouvel ordre mondial. Ils faisaient même de la pub au dos des billets de banque. L'œil, dans la pyramide, le symbole de la conscience enclose, et en dessous, ces mêmes mots en latin. Nouvel ordre mondial. Même George Washington savait que ces gens existaient, et quand on l'a interrogé à leur sujet, il a répondu qu'ils avaient des doctrines diaboliques, et que leur objectif était de séparer le peuple de son gouvernement. Eh bien, ils ont réussi. Réussi, au-delà de leurs rêves les plus fous, et le gouvernement derrière le gouvernement ne s'est jamais aussi bien porté. Schembri s'est penché en avant, a baissé la voix. Le Ku Klux Klan, la merde dans laquelle tu t'es fourré, gamin. Ils sont dedans. Ils sont partout. J'ai senti mes yeux s'écarquiller. J'ai tenté de poser une question, de lui soutirer d'autres informations, mais il a continué de parler, comme si j'étais pas là. Et il détestait Kennedy. Il détestait qu'il parle à Martin Luther King et à Ralph Abernathy, qu'il ait envoyé des forces fédérales à l'université du Mississippi en septembre 1962. Un homme nommé Prescott Bush, sénateur du Connecticut, grand pote du directeur de la sécurité nationale Gordon Gray. Il sortait tout droit de l'ordre du crâne et des eaux de Yale, et ils jouaient tous les deux au golf avec Eisenhower. Et l'avocat de Prescott, John Foster Dulles, était secrétaire d'État. Quant au frère de Dulles, Allen, il était à la tête de la CIA. Gray a été nommé chef du Conseil de stratégie psychologique en 1951. Puis, il a été l'assistant d'Eisenhower pour les questions de sécurité nationale. Gray se tenait entre Ike, la CIA et toutes les forces armées américaines. Gray était chargé de protéger Eisenhower de toute répercussion liée aux opérations clandestines de la CIA. Les liens de Nixon avec Bush remontent à 1946. Schembri a soupiré et secoué la tête avec résignation. Prescott Bush a passé une annonce dans un journal de Los Angeles pour le Parti républicain du comté d'Orange. Il voulait un homme jeune pour briguer un siège au Congrès. Nixon a postulé. Il est devenu vice-président en 1952. En 1960, notre ami Nixon levait des fonds pour sa candidature à l'élection présidentielle.
À côté de lui, il y avait le fils Prescott, George Bush. Quand Nixon a été élu en 1968, il a dû rembourser sa dette. Il a nommé le fils de Prescott, George, président du Comité national républicain et ambassadeur de Chine. Chambry a froncé les sourcils, s'est penché en avant. Et nous voilà, une poignée d'années plus tard, et de toute évidence, Monsieur Richard Milhouse Nixon a sérieusement contrarié quelqu'un, car ils se sont débarrassés de lui aussi. Le Watergate bidon. Ils ont toujours été les uns sur les autres. Ils enregistrent tout. Ils échangent leurs cassettes à Noël. Nom de Dieu! La communauté du renseignement est la communauté du renseignement. Sécurité nationale, CIA, Division 5 du FBI, Département de la Justice, Bureau du procureur général, Bureau de l'intelligence navale, tout ça, c'est la même chose. Nixon a foutu quelqu'un en rogne. Alors, ils l'ont fait sauter. Gerald Ford arrive, fait ce que Nixon refusait de faire. Et tout revient dans l'ordre. Chambry a hoché la tête, comme s'il était d'accord avec lui-même, et il a mangé pendant environ 1 minute. Je voulais demander quelque chose, n'importe quoi. Que savait-il du Ku Klux Klan? Qu'avait-il entendu sur moi et la raison pour laquelle j'étais ici? Connaissait-il Nathan? Comprenait-il ce qui s'était passé? J'avais tant de questions qui m'encombraient l'esprit que c'était comme un embouteillage dans ma tête. J'ai ouvert la bouche et rien n'est sorti. « Tu te souviens de Kennedy ?» a-t-il demandé. J'ai fait un signe de tête. « Quel âge t'avais ?» Un bref calcul mental. 17 ans. Chambry a souri. « Bon Dieu, t'étais qu'un gamin. » J'ai acquiescé. « Et tu te rappelles où t'étais? Ce que tu faisais quand t'as appris la nouvelle ?» J'ai de nouveau acquiescé. Je m'en souvenais comme si c'était hier. Tout le monde se rappelle où il était et ce qu'il faisait ce jour-là. « Un sacré truc, » a-t-il dit doucement. « Vraiment, un sacré truc. » Il est resté un moment silencieux. J'ai serré les poings. « Qu'est-ce que tu sais ?» ai-je interrogé. « Qu'est-ce que tu allais dire sur la raison pour laquelle je suis ici ?» Il a fait un clin d'œil. « Même heure, même canal, » a-t-il murmuré en se penchant vers moi par-dessus la table. Il s'est levé. « À demain, hein ?» Je l'ai regardé partir, la bouche ouverte, les yeux écarquillés. Je me sentais maladroit, ignorant, sans substance. Il a disparu parmi la foule qui se dirigeait vers les portes, et je ne ressentais rien. Janvier 1963. L'année a débuté par 50 morts quand les guérilleros du Viet Cong ont abattu 5 hélicoptères dans le delta du Mekong. En février, Kennedy mettait une fois de plus Cuba en garde, après que des roquettes avaient été tirées en direction de navires américains. Côté positif, la Cour suprême faisait libérer 187 Noirs emprisonnés à la suite d'une manifestation en Caroline du Sud. Martin Luther King se faisait arrêter une fois de plus en Alabama. Castro allait voir Khrouchtchev. C'était une époque importante. Une époque de changement et de soulèvement, mais aussi
importants qu'aient pu paraître ces événements, ils seraient effacés en un battement de cœur par ce qui était sur le point de nous arriver. En juin, Medgar Evers, l'activiste de la lutte pour les droits civils, était abattu, et avec le gouverneur d'Alabama George Wallace, qui continuait de s'opposer à Kennedy et d'ignorer l'injonction d'ouvrir l'université aux Noirs, on avait l'impression que ces guerres dureraient éternellement, que quand un progrès était accompli, un autre événement se produisait qui nous ramenait en arrière. En août 1963, Kennedy était un homme las. Il avait perdu son second fils seulement 36 heures après sa naissance. Une foule de 200 000 personnes marchait sur Washington, et dans la masse se trouvaient Marlon Brando, Burt Lancaster, Judy Garland et Bob Dylan. Le monde regardait et écoutait, attendant de voir ce qui se produirait. Et Kennedy le savait. En septembre, le gouverneur Wallace ordonnait à ses agents de boucler le lycée de Tuskegee et 189 Noirs étaient arrêtés pour avoir protesté. Tandis que la commission du Sénat écoutait Joseph Valaki vider son sac sur le crime organisé, tandis que les États-Unis reconnaissaient officiellement le gouvernement du Sud-Vietnam, des discussions relatives à un incident qui devait se produire au Texas occupaient les esprits de quelques hommes derrière des portes closes. Et le monde changerait de manière irrévocable. Nathan Vernet et moi, cependant, étions obnubilés par les filles. Difficile de comprendre comment un unique sujet peut tant occuper l'esprit humain qu'il exclut presque tout le reste. Et pourtant, c'était le cas. J'étais en première, et au lieu de travailler pour obtenir mon diplôme, j'élaborais des stratégies pour attirer l'attention de Caroline Lanafeuille ou de Linnie Goldburn. Peut-être Linnie avait-elle dans une certaine mesure remplacé Cheryl Rose Bogazzi dans mes rêves. Linnie n'était que lumière, vie et rire. Personne ne savait grand-chose d'elle, sauf que son père était un type important dans le milieu de la politique. Elle était toujours au centre des choses, toujours celle qui racontait les histoires les plus folles et les plaisanteries les plus drôles. Et si Caroline représentait tout ce que je voulais chez une fille, Linnie symbolisait tout ce que je pourrais vouloir sans jamais la voir. Elle avait les cheveux bruns, les yeux noisettes, ses lèvres étaient pleines et expressives, et quand elle riait, le son qui franchissait ses lèvres aurait pu faire chavirer des marins. Elle appartenait autant au monde auquel je voulais appartenir que Cheryl Rose, mais Linnie avait de la substance, quelque chose de tangible, je suppose, et pourtant quelque chose d'inatteignable. Si j'avais su qu'elle et Caroline joueraient un rôle important dans mon avenir, je me serais peut-être efforcé de regarder ailleurs. Mais je l'ignorais. Et donc, je regardais. J'étais enchanté, envoûté, mystifié. J'étais suffisamment âgé pour croire que tout ce qu'on pouvait désirer avait des hanches, des cuisses et une poitrine, et suffisamment jeune pour ne pas tenter le sort. Elles existaient en bordure de mon univers, et même si j'imaginais que je pourrais peut-être un jour toucher Caroline, je pensais également que mes doigts seraient éternellement tendus vers Linnie. Pendant une brève période, j'ai même cru qu'elles étaient devenues amies. Peut-être pas amies à proprement parler, plutôt des connaissances, car elles étaient si différentes. Je me rappelle le jour où je les ai vues ensemble chez Bénize. Ça a été un moment incroyablement perturbant, car je me retrouvais face à la possibilité qu'elles deviennent proches, qu'elles partagent tout ensemble, et ça me terrifiait. J'étais assis à une table dans un coin. Elles étaient assises au comptoir, Linnie vivace, effrontée, pleine d'elle-même, et Caroline silencieuse, peut-être un peu pensive. Chacune belle et envoûtante à sa manière. Et pourtant, dans un sens,
très différentes. Ce n'est que des années plus tard, quand j'aurai plus qu'amplement le temps de retourner dans mon esprit la signification de ces événements, que je ferai remonter cette image et y verrai quelque chose d'à la fois obsédant et d'un peu ironique. Le papillon et le papillon de nuit. Voilà comment je les verrai. Le papillon et le papillon de nuit. Nathan vivait dans un monde différent. Nathan était beau garçon. Ses oreilles comme des anses de cruche et ses yeux comme des feux de signalisation avaient depuis longtemps disparu. Son visage était puissant et bien défini, plein de personnalité, même à ce jeune âge. Et les filles noires, qui vivaient de son côté de Greenleaf, passaient leur temps à élaborer des stratégies pour que Nathan s'intéresse à ce qu'elle pouvait avoir à offrir. Mais Nathan, étrangement, ne le voyait pas. Il voyait le courroux de son père, les hurlements et les crises d'hystérie de sa mère, car s'il avait ne serait-ce que touché une fille, ça aurait été la preuve de la présence de Lucifer au sein de la famille Vernet. Peut-être était-ce la raison pour laquelle il ne semblait pas voir ses filles. Pourtant, c'étaient des filles jolies, des filles belles, des filles qui auraient pu ravir un cœur d'un regard et une âme d'un baiser. Ma situation n'était pas aussi claire. Je n'étais pas un type laid, plutôt du genre quelconque, ni trop ceci, ni trop cela. Je n'étais ni trop grand, ni trop petit, ni trop large, ni trop étroit, ni trop gros, ni trop maigre. Mes cheveux étaient châtains, mes yeux gris-bleu, et je semblais n'exceller en rien de particulier qui puisse attirer l'attention. Car j'avais compris ça très tôt. Ce n'était pas le sex appeal, ce n'était pas la beauté d'une personne qui comptait. C'était l'attention. Si vous pouviez attirer l'attention, vous deveniez intéressant. Et si vous étiez intéressant, alors on s'intéressait à vous. D'où le jeu rechercher l'attention. Et c'est ainsi que, persuadé que Lenny Goldborn était voué à demeurer éternellement hors de ma portée, je suis devenu obnubilé par Caroline Lannafeuille. Au premier abord, Caroline semblait calme, mais sous cette apparence douce se cachait une fille qui possédait une force et une confiance en soi qui allait à l'encontre de tout ce que je m'étais imaginé. Elle était jolie, quels que soient vos goûts et vos préférences. Que vous ayez un penchant pour les brunes, ou les rousses, ou les blondes, vous l'auriez trouvée jolie. Ses cheveux étaient clairs, avec de multiples nuances qui allaient de l'ambre à l'ocre, en passant par le jaune paille, et sa silhouette élancée, ses mains et ses doigts délicats, la manière qu'elle avait d'incliner la tête en me souriant à demi, indiquaient des courants profonds, s'écoulant sous une surface immobile. Et pourtant, Caroline était une énigme pour moi, une étoile lointaine, un univers à elle seule. Elle portait des jupes courtes et de hauts moulants, un minuscule bracelet en or à son poignet gauche, et quand je m'asseyais à côté d'elle en cour, je sentais une odeur semblable à la brise autour du lac Marion, tarte à la noix de pécan et soda à la vanille, le tout enveloppé dans un parfum d'herbe fraîchement tondue. Mais il y avait autre chose, quelque chose qui relevait des hormones ou de la passion ou de l'amour. Une chose qui ne pouvait être décrite par des mots et que moi seul comprenais. Quand Caroline s'approchait de moi, mon pouls s'emballait, mon cœur battait plus fort, et quand elle ouvrait la bouche pour parler, je retenais mon souffle de crainte que mes poumons ne recouvrent le son qu'elle allait émettre. « Salut, Daniel », disait-elle. Alors je souriais. Une sensation de chaleur enveloppait mon visage. J'acquiesçais et disais en retour « Salut ». Puis elle pouvait demander « Comment ça va ?» Et je pouvais répondre « Très bien, Caroline. Et toi, comment ça va ?» Et elle pouvait faire
une petite plaisanterie avant de disparaître. De telles situations se produisaient 1 ou 2 fois par mois, et je passais les jours dans l'intervalle à attendre. Rien d'autre. Simplement attendre. Malgré sa réticence apparente à partager avec moi autre chose qu'un « salut » ou un « comment ça va ?» mon cœur d'adolescent, gros et rouge, et aussi puissant qu'une pompe à étrier, a pendant un temps exclusivement appartenu, sans possibilité de retour, à Caroline Lannafeuille. J'avais par ailleurs un secret. Ce secret était une photo. Le lycée de Greenleaf publiait un journal mensuel, le Journal de la réussite. Les travaux des élèves y étaient illustrés en mots et en photos. Dans le numéro d'août 1962, il y avait une photo de Caroline qui se tenait sur le terrain de football dans sa tenue à jupe courte de pom-pom girl, un pompon dans sa main droite tendue, ses jambes légèrement écartées, sa tête un peu inclinée sur la droite, son long cou exposé. Je l'avais couverte de scotch pour qu'elle ne s'abîme pas ni ne se froisse. J'avais fait du bon boulot, du boulot de professionnel. Le bras tendu était une invitation à franchir les portes des cieux. Le long cou gracieux était l'escalier qui menait au paradis et à tout l'or de l'Eldorado. La jupe était l'œuvre du diable. Je désirais Caroline. Je me languissais de Caroline. J'aurais marché 1000 kilomètres jusqu'aux enfers avec ces manuels scolaires si j'avais pu tenir la main qui serrait ce pompon. Pendant un temps, elle a été toute ma vie. Je me disais que je ne m'en remettrais peut-être jamais, que je n'aimerais peut-être plus jamais comme ça. Même aujourd'hui, après toutes ces années, je me souviens des moments que j'ai passés auprès de filles magnifiques, des filles qu'un autre homme aurait pu aimer comme j'avais aimé Caroline, et pourtant elles n'ont pour moi jamais vraiment atteint le niveau de perfection olympienne qui se dégageait sans effort de tout ce qu'elle était. Puis, novembre est arrivé. Thanksgiving, la promesse de Noël. Et tandis que j'espérais vainement que Caroline Lannafeuille trouverait dans son cœur le désir de me lancer autre chose que des regards furtifs, la nation tournait les yeux vers Dallas et le passage du roi. J'étais à l'étage, étendu sur mon lit sous la fenêtre, à peine entr'ouverte. À côté de moi, une petite radio diffusait les sons de la station KLMU à Augusta, Géorgie, et je pensais à Caroline. Je sais que je pensais à elle, car à cette époque je ne pensais pas à grand-chose d'autre. J'ai su que quelque chose clochait sérieusement, quand mon père est apparu à la porte. Ce n'était pas son apparence, ce n'était pas ses traits tirés, ni ses yeux injectés de sang. C'était le simple fait qu'il était là. Mon père n'avait jamais manqué une journée de travail de sa vie. Malgré la grippe, un poignet cassé, des rhumes ou une infection de l'œil qui l'avait aveuglé du côté droit pendant 1 semaine, il avait toujours été présent, toujours ponctuel, pour transporter les voyageurs de Caroline du Sud sur les voies ferrées. « Ils l'ont tué », a-t-il annoncé. Je me suis assis. Pendant une fraction de seconde, j'ai cru qu'il parlait de Nathan. « Qui? Tué qui ?»« Monsieur Kennedy », a-t-il répondu. Et j'ai entendu l'émotion qui lui nouait la gorge. Il a posé la main sur le montant de la porte, puis appuyé son visage contre son bras tendu. Son corps a semblé se crisper, pas un son ne sortait de lui. Tout ce que je pouvais faire, c'était me lever et marcher vers lui. Une longue marche, une marche de roi, de reine, de prince. Et ce n'est qu'alors que je me suis aperçu que je mesurais au moins 2 centimètres de plus que lui. Il semblait minuscule, fragile, rien que la peau sur les os, et comme je m'approchais, il s'est tourné vers moi. Et alors,
Il m'a pris dans ses bras. Je ne me souvenais pas de la dernière fois que mon père m'avait pris dans ses bras. Et je me suis mis à pleurer. Je me sentais plus proche de lui que je ne l'avais jamais été, ou que je ne le serais jamais. Puis, ma mère est arrivée. Elle a marqué une pause en haut de l'escalier, comme si elle ne souhaitait pas interrompre ce moment. Des larmes sillonnaient son visage. Ses yeux étaient ronds et gonflés, avec des marques sombres en dessous. Elle avait l'air d'un fantôme. Elle est venue vers nous, a semblé nous envelopper tous les deux. Je sentais son odeur, la laque dans ses cheveux, et par-dessous un relent de cristaux de soude et de détergent. Nous sommes restés ainsi une éternité. Personne ne disait un mot. Il n'y avait rien à dire. Je crois que, pendant un jour, peut-être deux, je n'ai pas pensé à Caroline. Un peu plus tard, je suis sorti. Les gens erraient dans les rues, brisés comme des poupées de paille. Je crois que je ne m'étais jamais vraiment rendu compte à quel point Greenleaf était divisé. Le chemin que j'avais si souvent emprunté avec Nathan Vernet pour aller au lac était en fait la ligne de démarcation entre blancs et gens de couleur. Ils avaient pris un côté de la ville et nous avions pris l'autre. Mais ce jour-là, c'était différent. Kennedy avait dit un jour « Il n'y a pas de stèle blanche ou de couleur dans les cimetières militaires. » Et c'était l'impression qu'on avait ce 22 novembre. Aucune division entre blanc et noir dans notre chagrin. J'ai vu Madame Chantry. Elle se tenait auprès du révérend Vernet. Et, quand un petit garçon est arrivé en courant vers eux, ils l'ont tous deux pris dans leurs bras, réconforté et surveillé, tandis que sa mère arrivait elle aussi en courant sur le trottoir. Même maintenant, je me rappelle une image de cette journée, une unique image claire qui se détache de tout le reste. Parmi la confusion et le chagrin, tandis que la foule était rassemblée devant la boutique de radio de Highland Street et que Benny Amundsen était agenouillé sur le trottoir devant sa buvette comme s'il priait. Il y a eu un moment si marquant qu'il ressort comme une photo en couleur sur un fond noir et blanc. Mon moment Kodak. Une petite fille noire, pas plus de 5 ou 6 ans, ses cheveux attachés en natte fine avec des rubans de couleur vive au bout, comme d'étranges fleurs exotiques avec des pétales jaune soleil et une tige noire. Elle marchait dans 9 Mile Road, des larmes coulant sur son visage, ouvrant de grands yeux désespérés. Dans ses bras, elle serrait une pile de journaux trop lourde pour elle, et tandis que je la regardais, elle a perdu l'équilibre et trébuché. Elle a dérapé sur le côté, les journaux se répandant devant elle, puis elle est restée assise là, son genou écorché et en sang. Elle a levé les yeux vers le ciel, peut-être vers Dieu, et ses larmes se sont mises à couler comme une rivière au printemps. Trop jeune pour comprendre l'importance de ce qui s'était passé, mais elle était prise dans le torrent d'angoisse qui déchirait l'Amérique. C'est Nathan Vernet qui lui est venu en aide. Je l'ai vu apparaître derrière le révérend. Il s'est approché d'elle et l'a soulevée comme si elle ne pesait rien. Il a rassemblé les journaux qui étaient tombés et les a tendus à un homme blanc qui se tenait avec une mine hébétée au bord de la rue. L'homme a pris les journaux sans poser de questions. Et alors, Nathan m'a vu. Il m'a fait un signe de la tête, a marché vers moi, et quand il a été près de moi, j'ai tendu les bras pour saisir la fillette. Elle a eu un mouvement de recul. Je l'ai prise, et ses bras ont encerclé mon cou. Elle a serré fort. Je me suis mis à marcher en direction de Madame Chantry. Je nous revois maintenant, nous tenons tous là, le révérend, la sorcière qui avait mangé son mari, le gamin noir qui avait mis à terre Marty Hooper chez Benny's, le blanc emprunté, et le jeune dégingandé à la peau pâle qui portait cette minuscule fillette de couleur. Je nous revois maintenant, comme si c'était une photo.
et je pense à ce qui aurait dû être. Nous étions la famille universelle. Il n'y avait pas de différence. Nous parlions la même langue, nous respirions tous le même air, mangions la même nourriture et partagions le même chagrin. C'est un jour qui a duré éternellement, et je crois encore, au plus profond de mon cœur, que nous porterons tous un peu de ce jour en nous, pour le restant de nos vies. En décembre 1963, mon père a eu une attaque. Il vivrait encore un peu plus d'1 an, mais sans jamais parvenir à reparler convenablement. Ma mère était un point d'ancrage, un roc, aussi bien pour lui que pour moi, et sans elle, je crois qu'il serait mort beaucoup plus vite. La Société des chemins de fer lui a accordé une pension généreuse pour toutes les années où il avait servi, et même après son décès, elle a continué à la verser à ma mère. Ma mère a vécu comme un fantôme pendant une poignée d'années supplémentaires, mais elle n'a plus jamais été la même. L'esprit qui l'avait animée s'en était allé avec son mari, et même quand elle parlait, même quand elle m'a aidé à gérer les difficultés que j'ai rencontrées par la suite, je voyais très clairement sa douleur, son chagrin, son désir d'être de nouveau auprès de lui, dans l'au-delà, s'il existait. C'était presque comme si elle attendait simplement mon autorisation, un signe de mon indépendance lui indiquant qu'elle pouvait lâcher prise. Lâcher prise en sachant que je pourrais prendre soin de moi. Je crois que c'est cette année-là que j'ai cessé d'être un enfant et commencé à devenir un homme. Nathan m'a accompagné dans ce voyage délicat et douloureux vers l'âge adulte. C'était comme si je voulais me détacher du passé. Ces jours d'été révolus où nous nous asseyions au bord du lac Marion, avec de la ficelle et du bambou et de la malice plein la tête. La foire du comté, le terrain de football, l'odeur du mimosa d'été dans 9 Mile Road, et Caroline Lanafeuille, cœur de mon cœur, âme de mon âme, lumière de ma vie, et étoile de mes cieux. J'approchais de mon 18e anniversaire. On parlait de plus en plus de la situation au Vietnam, et Nathan Vernet et moi sentions que les ennuis arrivaient. Chapitre 5. Aujourd'hui, c'est mardi. Aujourd'hui, on mange du bœuf à la crème sur du pain grillé. On appelle ça de la merde sur de la pierre. Et même si je ne me rappelle pas avoir jamais mangé de la merde sur de la pierre, le bœuf à la crème sur du pain grillé en est une assez bonne approximation. Pendant que je mange, M. Timmons me parle. Il me parle d'un prêtre qui va venir me voir aujourd'hui. Ça fait partie de la procédure. Pour apprendre à mourir, je pense. M. Timmons me dit que sa femme a été admise à l'hôpital d'État de la Caroline du Sud. Elle a une thrombose veineuse profonde. Il m'explique qu'elle pèse trop lourd pour sa taille. Il est inquiet. Je sens son inquiétude, mais je ne peux pas dire grand-chose. Je vois qu'il l'aime tendrement, et de la même manière que ma mère a eu du mal à continuer sans mon père, M. Timmons aura du mal si sa femme meurt. J'espère honnêtement qu'elle va se remettre. M. Timmons est suffisamment confronté à la mort comme ça. Le prêtre, je le rencontrerai. Je lui parlerai. J'écouterai ce qu'il aura à dire. Personnellement, je crois que nous revenons sans cesse jusqu'à ce que nous soyons capables de vivre convenablement. Je ne crois pas au paradis. Et l'enfer serait tellement peuplé que je ne vois pas comment un tel endroit pourrait exister. Le prêtre me mettra au défi. Il me dira que je dois avoir la foi
ce qui impliquera que je ne l'ai pas. Mais j'ai la foi. J'ai foi en la vérité. J'ai foi dans le fait que le soleil se lève et se couche. J'ai foi dans le fait que l'esprit de Nathan Vernet vit, respire et arpente le monde, et qu'un jour je le rencontrerai. J'ai foi dans le fait que je vais mourir. Je me rappelle alors une chose qui s'est produite peu après la mort de Kennedy, et alors que M. Timon se retourne vaquer à ses occupations, je vois une fois de plus le visage de Nathan. Je ferme les yeux. Curieusement, je me sens calme. Le monde semble silencieux, patient peut-être, comme s'il m'accordait le temps de me souvenir, de songer à ma vie, de tirer un sens de tout ça avant qu'elle s'achève. Soit, me dis-je, reconnaissant pour les petites grâces. En mars 1964, Jack Ruby s'est retrouvé dans le couloir de la mort. Il avait été déclaré coupable de l'assassinat de Lee Harvey Oswald, l'homme mystique et impressionnant qui, sans entraînement ni expérience, avait tiré 3 fois sur le cortège de JFK et tué le roi. Bien que cet exploit ait été impossible à reproduire, même par les agents du FBI, les mieux entraînés et les tireurs d'élite de l'armée, la commission Warren, dirigée par un homme qui avait auparavant été viré par Kennedy, achèverait son rapport, son magnifique écran de fumée, et annoncerait que ce n'était jamais que l'œuvre d'un seul tireur. Je n'y ai jamais cru. Dès le début, je n'y croyais pas. En avril, Sidney Poitier est devenu le premier noir à remporter un Oscar, pour un film intitulé « Le lys des champs ». Au début, c'était comme si un progrès avait été accompli. Mais 2 mois plus tard, Martin Luther King était de nouveau en tôle pour avoir tenté de mettre en application l'intégration dans un restaurant de Floride. Plus tard, le même mois, 3 activistes pour les droits civils disparaissaient. On les retrouverait bientôt morts. En juillet, Lyndon B. Johnson, le nouveau président des États-Unis, signait la loi sur les droits civils, une condamnation radicale de la ségrégation dans les restaurants, les bus, les gares et les hôtels, une loi qui interdisait de choisir la couleur comme critère pour l'attribution d'un emploi ou d'un poste. Nathan et le révérend Vernet ont dirigé une assemblée de centaines de fidèles ce jour-là. Mais Nathan m'a par la suite avoué qu'il ne pensait pas que les changements promis se produiraient de son vivant. Il ne savait pas à quel point il avait raison. Mais pas de la manière dont il l'entendait. J'ai eu 18 ans. J'étais toujours vierge. Ça provoquait en moi une inquiétude profonde. Au fil de l'automne 1964, j'ai senti l'état physique de mon père se dégrader, ce qui m'a permis de penser à autre chose qu'à mon absence de conquête sexuelle. Je l'ai ainsi regardé mourir durant la fin octobre et le début novembre. Alors même que le Viet Cong lançait des attaques à Bien Hoa et que la loi martiale était proclamée à Saïgon, mon père, le conducteur de train, l'homme juste et honnête, s'est éteint en silence. Je voulais l'enterrer dans le cimetière de l'église du révérend Vernet. Mais ma compréhensive et compatissante mère m'a expliqué que c'était impossible. La loi sur les droits civils de 1964 n'avait pas encore atteint Greenleaf, en Caroline du Sud. En février 1965, Malcolm X était abattu et les États-Unis commençaient à bombarder le Nord-Vietnam. En mars, Johnson envoyait les Marines et bientôt c'était 35 000 recrues qui étaient enrôlés chaque mois. Warren Myers, le fils de Max, était l'un de ceux qui étaient partis de son plein gré et avec le sens du devoir dans son cœur, le fils d'un homme que je ne rencontrerai pas avant près d'une décennie. On parlait de conscription, et Nathan et moi
nous retrouvions pour discuter de tout ça, de la guerre, de l'avenir, qui nous était promis, et du fait que nous n'étions pas prêts à mourir. Je ne crois pas être un lâche. Je ne crois pas avoir jamais été un lâche. Mais l'idée d'être étendu mort dans un champ gonflé par la pluie, au milieu de nulle part, me hantait. Je me rappelle une chose du printemps de cette année-là. Un homme est revenu, un soldat. Il était plus âgé que nous, peut-être 23 ou 24 ans, mais son visage était celui d'un homme d'une quarantaine d'années. Sa jambe gauche était amputée, sous son genou, et il marchait, appuyé sur une épaule, ses dents d'une canne visiblement lourde. Il avait en permanence l'air triste, comme s'il était au bord des larmes. Il était allé là-bas, au Vietnam, et il était venu à Greenleaf pour voir son cousin, qu'il avait amené chez Beniz. Il n'arrêtait pas de parler de ce qu'ils avaient dû faire là-bas, comme si cela avait défini qui ils étaient. Il a parlé de choses que je ne comprenais pas. Cet homme jeune, au visage de 40 ans, de tablettes combustibles, de cool head et de rations C. Il a parlé d'un casque d'acier avec une doublure et un revêtement de camouflage, d'un gilet pare-balles recouvert de nylon avec de l'acier au milieu, de compresses et d'un poncho en plastique. Il a décrit un M16, la cartouchière en tissu remplie de nombreux chargeurs. Il a parlé de baguettes et de brosses en acier, d'huile pour nettoyer les armes, de grenades à fragmentation et au phosphore, de mines antipersonnelles Claymore, et aussi de moustiquaires et de bâches en toile. Et puis, il nous a dit qu'il y avait des articles recherchés, comme les rasoirs et les chewing-gums, le papier pour écrire des lettres à sa famille, les cartes à jouer et les dés. Il a parlé d'un jeune homme de Myrtle Beach, à moins de 20 kilomètres de l'endroit où nous nous trouvions, qui portait une patte de lapin accrochée à une ficelle autour de son cou. Il l'avait portée jusqu'au moment où il était mort, dans les bras d'un lieutenant de 21 ans, nommé Shelby White. Nous écoutions, Nathan, moi et d'autres dont je ne me souviens pas, et nous nous regardions de temps à autre avec la même expression. Je savais déjà lorsqu'il est arrivé, et la peur que j'avais éprouvée 1000 ans plus tôt, quand je m'étais tenu dans une allée avec un poisson dans mes mains, n'était rien comparé à ce que j'éprouvais désormais. Nathan Vernet ressentait la même chose. Nous étions semblables, lui et moi. Et je crois désormais que nous savions ce qui allait se passer. Et ça s'est passé. Pas avant quelque temps, mais ça s'est passé. Comme une vague déferlant sur le rivage qui, une fois qu'elle est lancée, ne peut ni ralentir, ni s'arrêter, ni changer de direction. Et elle était grosse. Suffisamment grosse pour nous noyer tous les deux. De la mort de mon père, à l'été 1965, j'ai passé plus de temps hors de la maison, comme si je pouvais voir le fardeau que ma mère portait et n'avais pas la force de le partager. Je traînais chez Beniz, j'écoutais les mêmes disques cabossés et rayés, et j'attendais Caroline. Elle venait peut-être 1 ou 2 fois par semaine, et elle s'asseyait avec ses amis, buvant du soda et racontant des histoires de filles. J'étais, en règle générale, assis seul, je percevais sa présence, de même que la distance qui nous séparait, et je repensais à la photo couverte de scotch que j'avais gardée sur moi si longtemps. Où elle était désormais, je n'en savais rien. Mais je sentais toujours sa surface lisse sous mes doigts. Je me rappelais encore le désir qui m'emplissait chaque fois que je la regardais. C'est à la fin du mois de juillet qu'elle m'a parlé pour la première fois, qu'elle s'est directement adressée à moi.
Je n'aurais su dire comment elles étaient parties, ni quand, mais c'est ce qui s'est passé. Et quand je me suis finalement retourné, j'ai vu Caroline, assise seule à sa table. Je me suis crispé. Je crois avoir un peu prié. Puis je me suis levé de mon tabouret au comptoir, et j'ai marché nonchalamment vers elle. Elle s'est retournée à mon approche, et elle a souri. Seigneur, quel sourire! Cette même inclinaison de la tête, la façon dont ses cheveux tombaient de chaque côté de son visage, et la tension furtive autour de ses lèvres, avant qu'elle libère un sourire si radieux que j'ai senti le soleil percer à travers. « Daniel Ford ?» a-t-elle dit. J'ai acquiescé. « Tu veux venir t'asseoir ?» J'ai de nouveau acquiescé. Elle a ri. « Vous avez perdu votre langue, monsieur Ford ?» Non, ai-je répondu. Et je me suis glissé sur la banquette qui lui faisait face. « Vous avez juste perdu les mots de plus d'une syllabe, c'est ça ?» J'ai ri. « Désolé, ai-je lâché. »« Pourquoi ?» J'ai haussé les épaules. Je ne savais pas pourquoi j'étais désolé. Désolé d'être un abruti, peut-être. « J'allais commander un autre soda, a-t-elle dit. « Tu en veux un ?» J'ai hoché la tête. « Oui, Caroline, qu'elle a fait. »« Oui, Caroline, » ai-je répété en souriant. Elle s'est retournée et a agité la main. Benny a acquiescé derrière le comptoir et s'est affairée. « Alors, comment ça va ?» a-t-elle demandé. « Ça va. Mon père est mort, tu sais. » J'ai rougi. Je savais pas pourquoi j'avais dit ça. Ça semblait idiot, comme si j'essayais de m'attirer sa compassion. « Je sais, » a-t-elle répondu. Elle a tendu la main. Je l'ai vue approcher au ralenti. Elle a tendu sa main fine et délicate et a touché mon affreuse main courteau aux doigts épais. « J'ai appris ça, » a-t-elle poursuivi doucement. « Toutes mes condoléances. Merci. » J'étais sincèrement reconnaissant. Une personne importante pour moi, une personne autre que ma mère, avait exprimé sa tristesse par rapport à un événement qui, à sa manière, me torturait en silence. « Ta mère va bien ?» a-t-elle interrogé. Elle fait aller. Caroline a souri d'un air compréhensif et a ôté sa main. Benny a apporté les sodas. Nous avons bu en silence, et en nous voyant, n'importe qui aurait pu croire que nous nous connaissions depuis 1000 ans. C'était un moment important, un moment profond, un moment que je me rappellerai dans les années à venir. Caroline Lanafeuille a été la première, et dans un sens, elle serait la dernière, même si je ne comprendrais ce que ça signifiait qu'au moment où je saurais que j'allais mourir. « Je t'ai beaucoup vu ici, a-t-elle repris. Tu es toujours assis tout seul ?» J'ai haussé les épaules d'un air évasif. « Où est Nathan ?» J'ai foncé les sourcils. Je ne me rendais pas compte que notre amitié était si notoire. « Avec sa famille, je suppose. »« Alors, quand tu viens ici, tu devrais venir nous parler, » a-t-elle dit. J'ai souri et secoué la tête. Je ne vois pas comment je pourrais m'intégrer à une demi-douzaine de filles. Elle a acquiescé. Alors peut-être que tu pourrais juste venir me parler à moi. Je me suis senti rougir. Ça a semblé lui faire plaisir. Elle a souri. Donc c'est entendu. Quand tu es ici, et que j'y suis aussi, tu viens me parler, ok? Ok. À cet instant, j'aurais voulu tout lui dire. La photo, le journal du lycée, combien j'avais attendu et espéré et prié pour qu'elle me parle ne serait-ce qu'une fois. Et maintenant, elle me disait que c'était ok. C'était réellement ok.
Elle est restée un peu, 10, peut-être 15 minutes. Puis elle s'est levée lentement, gracieusement, et a annoncé qu'elle devait rentrer. « Je vais t'accompagner », ai-je proposé. « Merci, Daniel. » Je l'ai raccompagnée jusqu'à chez elle. Et même si ça nous a pris près de 20 minutes, même si je ne crois pas que nous ayons échangé plus d'une douzaine de mots, ça a été la promenade la plus mémorable de ma vie. Quand nous sommes arrivés devant chez elle, elle m'a remercié d'être un gentleman et m'a rappelé qu'elle serait chez Bénise le mercredi suivant. Alors viens me parler. Ok. D'accord. Elle a tendu la main. Je l'ai serrée. D'accord, a-t-elle répété. Et elle a franchi le portail, puis longé l'allée qui menait à sa maison. À la porte, elle a marqué une pause, s'est retournée et a incliné la tête en esquissant un demi-sourire. J'ai levé la main, souri. Elle a disparu. Je flottais en rentrant chez moi ce soir-là. Je flottais 1 mètre au-dessus de la terre ferme, avec ma tête dans les nuages. J'avais 19 ans, et je l'ai revue la semaine suivante, et encore 2 jours après, et aussi le lendemain. Quand elle était près de moi, je sentais une odeur de chewing-gum et de dentifrice. Quand elle me tenait la main, je sentais quelque chose remuer en moi, quelque chose de frais, de doux et d'unique. Elle avait un accent du Sud prononcé et lyrique, et quand elle parlait, c'est comme si elle chantait une chanson. Elle était si différente des autres filles que je connaissais. Elle lisait beaucoup, des choses de Hemingway et de Robert Frost, et récitait des vers d'un poème intitulé « Chant de moi-même » par Walt Whitman. Je l'avais regardée de loin pendant si longtemps, mais ne lui avais jamais réellement parlé. 2 semaines en sont devenues 3, et j'avais le sentiment qu'elle était la seule fille avec qui j'avais vraiment partagé mes pensées et mes rêves. La seule qui m'avait donné l'impression qu'elle comprenait un peu qui j'étais. Et puis, est arrivé un jour d'août. Elle est venue à moi ce jour-là, marchant dans ma direction, tandis que je traversais 9 Mile Road, et quelque chose dans son expression m'a indiqué qu'elle me cherchait. Le soleil était haut et chaud, et je distinguais une fine pellicule de sueur sur sa lèvre supérieure. J'aurais voulu l'ôter d'un baiser. Je me rappelle avoir pensé ça, et curieusement, cette idée ne m'embarrassait pas. Je sentais que dans un sens, notre relation était légitime, et quand elle marchait à côté de moi, je n'étais pas gêné qu'elle soit là, qu'elle soit une fille, qu'elle soit jolie ou drôle ou intéressante. Elle était simplement là. Je me souviens que j'éprouvais un sentiment d'accomplissement, mais il n'y avait ni vanité, ni fierté, ni auto-glorification. J'avais l'impression de pouvoir être moi-même. Et même si nous avions passé beaucoup de temps ensemble, même si nous avions partagé des choses que je n'aurais jamais révélées à d'autres, elle n'aurait jamais pu deviner la profondeur de mon amour pour elle, ni le fait qu'il durait depuis si longtemps. Ce jour d'août, Caroline Lanafeuille est venue me trouver, car c'était ce qu'elle voulait. C'était ça, le plus important. « Daniel » a-t-elle commencé, et elle a tendu la main et touché la mienne. J'ai souri. « Caroline, comment ça va ?»« Ça va » a-t-elle répondu d'une voix qui n'était qu'un murmure. « Qu'est-ce que tu fais ?»« Je te cherchais. »« Alors tu m'as trouvé. » En effet. Elle m'a de nouveau touché la main. Et cette fois, elle l'a tenue. Et nous avons marché un moment sans dire grand-chose. Malgré mon sentiment d'être arrivé quelque part, je ne songeais pas à la toucher. Je ne pensais pas à sa peau, à l'arc de son cou, à la chute et à la courbure de ses hanches ou de ses cuisses.
Je ne pensais pas à la peau douce et bronzée de son dos, à ses chevilles fines, à ses soquettes blanches, ni à ses escarpins couleur crème. Je ne pensais pas à un rendez-vous nocturne à l'arrière d'une Chevrolet Impala, à me mettre à transpirer, à me débattre dans la semi-pénombre avec des boutons ou des rubans ou des agrafes de soutien-gorge. Caroline Lanafeuille marchait, simplement, à mes côtés, dans 9 Mile Road, et tout était parfait. Je souriais, sans penser à rien. Nous avons marché pendant 1 heure, peut-être un peu plus, puis elle a ralenti, et s'est arrêtée. J'ai ralenti en même temps qu'elle. Elle m'a fait face, a tenu mes 2 mains, et la façon dont elle m'a regardé m'a fait comprendre que quelque chose m'attendait, quelque chose aux angles coupants et aux bords âpres. Je dois y aller, a-t-elle annoncé. Mais je viendrai te voir plus tard. Je passerai chez toi, d'accord? Ses yeux m'intimaient de ne pas poser de questions. J'ai acquiescé, souri du mieux que j'ai pu, et je l'ai regardé s'éloigner, une fois de plus. J'avais l'impression d'avoir passé chaque heure de chaque jour avec elle depuis 1 mois. Elle avait ri à mes histoires. Nous nous étions baignés nus dans le lac Marion. Elle avait même rencontré Nathan et l'avait trouvé beau, intelligent, charmant. Elle avait rencontré ma mère, qu'il avait trouvée délicieuse et pleine d'esprit, une perle rare. Et désormais, quand ma mère préparait des sandwichs au jambon, elle en préparait pour 2. Ce simple fait faisait que Caroline Lanafeuille était presque de la famille. Et pourtant, malgré tout ça, malgré ces moments uniques et ces heures magiques, je ne pensais pas qu'elle m'aimait comme je l'aimais, comme je l'avais aimée. J'essayais d'y croire. Dieu sait que j'essayais. Mais peut-être que je ne savais pas ce que je cherchais. C'était comme gravir une montagne extraordinairement haute, et chaque fois que j'atteignais le sommet d'un pic, j'en découvrais un autre plus élevé derrière. Ce mois a été une bonne période, et elle s'est achevée ce soir-là, de façon soudaine, inattendue, en me laissant un goût de belle tragédie. J'ai perdu ma virginité le 17 août 1965. Je me tenais à l'arrière de ma maison sur la véranda qui longeait le mur puis tournait à l'angle. La porte de derrière possédait un escalier qui descendait vers le jardin. De l'endroit où j'étais, je voyais la route qui allait au lac. Je pensais à Nathan. Je ne l'avais pas vu depuis 2 ou 3 jours, et je me suis alors rappelé qu'il était allé à Charleston avec son père. Le révérend Vernet était parti en tournée, une série de rassemblements qu'il organisait pendant 2 ou 3 semaines chaque année. Les gens venaient de partout pour l'entendre parler à Charleston. C'était un bon orateur, il captivait son public, et quand vous glissiez $1 ou 2 dans son assiette de collection en argent fin, vous aviez parfois l'impression de payer pour un spectacle. Les gens d'ici appréciaient qu'un prédicateur donne de sa personne à l'église, et le révérend Vernet en donnait tellement que Noé aurait pu naviguer sur sa transpiration. J'ai repéré Caroline avant qu'elle quitte la route pour s'engager dans l'allée. Je l'ai vue à travers les arbres, sa robe d'été en coton blanc, ses cheveux qui lui descendaient jusqu'aux épaules, la brise qui les faisait volter autour de son visage. Elle était vraiment magnifique. Quand elle a tourné à l'angle, elle m'a vu et a agité la main. À cet instant, j'ai éprouvé une sensation que je ne pourrais jamais espérer décrire. C'était une conscience, une certitude que quelque chose commencerait et s'achèverait ce soir. J'ai moi aussi agité la main. Elle a souri, et même si elle était semblable à d'habitude,
Il y avait quelque chose dans son expression, quelque chose dans ses yeux, qui me disait qu'un changement était survenu. Elle m'a saisi la main, tandis que je descendais les marches de derrière, m'a plus ou moins attiré vers elle, et m'a embrassé sur la joue. J'ai demandé comment elle allait. Elle a dit qu'elle allait bien, très bien. Elle m'a demandé si on pouvait s'asseoir sur la balancelle de la véranda. J'ai acquiescé, proposé d'aller chercher de la limonade. Elle s'est retournée et a marché en direction du côté de la maison. Je l'ai regardée s'éloigner. Je ne sais pas pourquoi, mais je l'ai fait. Et quand elle a atteint l'angle, elle a soudain ralenti et jeté un coup d'œil en arrière. Elle s'attendait à me voir disparaître dans la maison, ou peut-être simplement à voir la porte-écran se refermer derrière moi. Elle a été surprise de me voir planté là. Elle a souri, froncé les sourcils, puis m'a fait signe de pénétrer dans la maison comme on chasserait un chat ou un chien. La limonade était fraîche. Des glaçons flottaient à la surface et tintaient contre les verres, tandis que je repartais par où j'étais arrivé, produisant un son semblable au délicat carillon éolien qu'on trouve aux fenêtres des chambres. J'ai regardé la véranda et me suis assis à côté de Caroline. Elle a saisi le verre et bu une gorgée. Elle buvait comme un oiseau, pinçant les lèvres et embrassant le bord du verre, si bien qu'on pouvait s'imaginer qu'elle ne pouvait rien boire de la sorte. Elle faisait ces choses particulières, et c'était pour ça que j'étais amoureux d'elle. Je quitte Greenleaf, a-t-elle annoncé. Elle a dit ça, comme si une pierre était tombée du ciel nocturne et avait atterri sur mes cuisses. La seule chose aussi soudaine dont je me souvenais était le coup de poing chez Bénize, quand Nathan avait envoyé un crochet à Marty Hooper, qui était tombé raide par terre. Boum! Au sol. C'était pareil. Bam! Je quitte Greenleaf. Je me rappelle avoir demandé « Tu pars ?» Elle a acquiescé, détourné le visage un bref instant, et quand elle s'est de nouveau tournée vers moi, elle avait les larmes aux yeux. « Il y a un petit problème, » a-t-elle dit. « Mon père a un petit problème, Daniel. » Elle m'appelait toujours Daniel, jamais Dany, ou Dan, ou Dano, comme le faisaient les autres. Toujours Daniel. Elle a marqué une pause, le temps de reprendre son souffle, puis a tendu la main et saisi la mienne. Une fois encore, j'ai senti quelque chose remuer en moi. Quelque chose de frais, de doux, d'unique. Du coup, on doit partir, a-t-elle ajouté doucement. Je suis resté un moment silencieux. Quand ai-je fini par demander? Elle a détourné les yeux. Je devinais qu'elle voulait me regarder, mais n'y arrivait pas. Demain matin, a-t-elle murmuré. Il y avait une telle émotion dans sa voix que j'avais moi-même envie de pleurer. Si vite? Oui, si vite, a-t-elle répondu d'un ton neutre. Elle n'arrivait toujours pas à me regarder. Je voulais lui demander quel était le problème, ce que son père avait fait de si terrible pour devoir quitter Greenleaf. Mais je ne l'ai pas fait. Lui poser la question aurait été injuste. Si elle avait voulu que je le sache, elle me l'aurait dit. Nous sommes restés ainsi un peu plus longtemps. Caroline regardant à travers les arbres en direction du lac, sirotant de temps en temps sa limonade comme un oiseau. Puis elle s'est retournée. Elle s'est finalement retournée. Et elle a dit une chose à laquelle je repenserai tandis que je me languirai dans une cellule de prison à Sumter.
On devrait... Tu sais... On devrait... Avant que je parte... J'ai de nouveau senti cette chose en moi. Mais elle n'était plus fraîche, ni douce, ni unique. Elle était vivante, brûlante, comme un soleil ou une chandelle romaine dans mon ventre. La façon dont elle avait dit ça... On devrait... ne nécessitait nulle explication. Je savais de quoi elle parlait. Elle savait que je le savais, et quand elle s'est retournée et m'a souri, je me suis contenté de lui renvoyer son sourire. Il y avait de l'innocence dans ce moment. De l'innocence et de la passion, et quelque chose qu'on ne ressent qu'une fois dans sa vie. Il n'y avait pas de trompette, pas d'effervescence, pas de pom-pom girl avec leurs pompons, ni de fanfares interprétant des marches de Sousa dans la zone d'en-but. Il y avait de la chaleur, du silence et une promesse, un moment d'une douce perfection. Ma mère était sortie ce soir-là. Ma mère ne sortait jamais seule. Le soir du 17 août 1965, elle a changé une habitude qu'elle avait eue toute sa vie. Je crois que Dieu avait quelque chose à voir avec ça. Nous nous sommes allongés sur le lit étroit sous la fenêtre. Le lit sur lequel j'étais étendu quand mon père était venu m'annoncer que M. Kennedy était mort. Elle sentait le genévrier et le dentifrice, et une douce sensation de beauté continuerait de flotter dans la pièce longtemps après son départ. Il faisait frais. Une brise soufflait de l'autre côté des arbres, et de temps à autre, les feuilles bruissaient, comme si elles se murmuraient des secrets délicats. Je n'avais jamais fait ça, elle non plus. Mais, étrangement, nous semblions savoir où nous allions, et pourquoi. Je me rappelle le moment où elle s'est tenue nue devant moi. J'avais chaud. Je me sentais enflammé, presque étourdi, et quand mes mains se sont tendues vers elle, elle tremblait. « Tu peux toucher ?» a-t-elle murmuré. « Je ne vais pas me casser. » Elle a fait un pas en avant. Mes mains se sont approchées un peu plus. Elle en saisit presque malgré moi, et j'ai senti sa peau, la courbe de ses cuisses. Je parvenais à peine à garder les yeux ouverts suffisamment longtemps pour regarder. Sa peau était pâle et sans tache. Ses cheveux étaient attachés derrière sa tête par un ruban flottant. Elle a souri, a reculé d'un pas, a tendu sa main que j'ai saisie. Je me suis levé du bord du lit où j'étais assis. Elle m'a attiré vers elle. Caroline Lanafeuille a refermé ses bras autour de moi et m'a serré fort, comme on noue les lacets de ses chaussures du dimanche. Nous sommes restés ainsi une éternité. Puis, elle s'est penchée vers mon oreille et a chuchoté. « Je crois que tu es censé te déshabiller aussi, Daniel. » J'ai souri, j'ai rougi. Je me sentais simplet et naïf. Elle m'a lâché, et j'ai ôté ma chemise, mon jean. Pendant un moment, je me suis tenu en caleçon devant elle, puis elle m'a attiré vers le lit, et s'est assise à côté de moi. J'ai embrassé ses cheveux, sa joue, sa gorge, ses lèvres. Je voulais embrasser le moindre centimètre de son corps, l'avaler tout entière. Je me sentais maladroit, mais, étrangement, ma maladresse semblait appropriée. J'ai embrassé tour à tour chacun de ses yeux clos, et j'ai senti la saveur sucrée salée de ses larmes.
et quand elle s'est étendue, je me suis étendu à côté d'elle. Elle s'est positionnée légèrement en travers de moi, et j'ai senti sa poitrine contre mon épaule. « Ça aussi », a-t-elle dit en tirant sur mon caleçon. Faire l'amour avec un caleçon, c'est comme prendre un bain avec des chaussettes. J'ai souri intérieurement et tenté de toutes mes forces de ne pas rire. Sa main était douce et délicate, comme une ballerine, et quand elle a tracé de petits cercles sur mon ventre, j'ai senti l'excitation monter. Je crois que mon cœur n'avait jamais battu aussi lentement. Le temps n'avait plus d'importance. Nous avions tout le temps au monde. Un peu plus tard, elle a émis un petit son. Un son qui n'exprimait ni douleur, ni pression, ni quoi que ce soit de familier. Plutôt un sentiment de plénitude. Je l'ai compris, car j'éprouvais également la même chose. Je me sentais entier et pur et comblé. Nos mouvements étaient à l'unisson, une danse serrée, un doux ballet de sons, d'émotions et de sentiments, et toutes les craintes que j'avais eues concernant ce moment semblaient absurdes. Malgré mes yeux fermés, je la voyais, et sa beauté était plus grande encore que je l'avais jamais imaginée. C'est à cet instant que j'ai compris l'amour. L'amour plus que la vie elle-même. Et même s'il m'arriverait de repenser à Cheryl Rose et à Linnie Goldborn, il n'y aurait jamais un moment comparable à celui que j'ai partagé avec Caroline Lannafeuille, cette nuit toute, alors que j'avais 19 ans et que le monde ressemblait au paradis. Plus tard, elle est partie. Elle m'a laissé là, à moitié endormie. Elle s'est habillée. Elle s'est penchée au-dessus de moi. Elle m'a embrassé sur le front, a posé sa main sur ma joue. Et elle est partie. J'ai entendu la porte écran au rez-de-chaussée. Je voulais me pencher vers la fenêtre pour la regarder traverser le jardin et s'éloigner en direction du lac. Mais je ne l'ai pas fait. Je n'ai pas pu. Je ne voulais pas me rappeler son départ. Je voulais que mon dernier souvenir éternel de Caroline Lannafeuille soit cet instant où j'avais su que je l'aimais vraiment. Rien d'autre. Je ne la reverrai pas avant de très nombreuses années, alors que nous aurions tous deux irrévocablement changé. Je n'apprendrai jamais ce que son père avait fait pour qu'elle doive partir, et je n'ai rien dit à Nathan lorsqu'il est revenu de Charleston. Je crois que certaines choses, juste quelques-unes, n'appartiennent qu'à soi et à Dieu. Chapitre 6. En novembre 1965, l'armée est arrivée à Greenleaf. Pourquoi les militaires ont choisi Greenleaf, je n'en sais rien. Mais ils ont débarqué apportant avec eux une tente grande comme la moitié d'un terrain de football. Les soldats sont allés chercher en bus les gens de la ville avoisinante. Ces derniers considéraient peut-être ça comme une sortie en famille, et quand ils arrivaient, ils découvraient que l'armée leur avait préparé du poulet frit et de la salade de maïs et de pommes de terre. Les gens se sont massés dans la tente et, comme durant un rassemblement évangélique, ils se sont assis et ont attendu l'arrivée du représentant de l'armée. Il faisait chaud pour la saison, et bientôt la tente a été comme un four. Les gens s'éventaient avec les brochures qu'ils trouvaient sur leurs sièges. Les enfants réunis par petits groupes en bordure de la tente
discutaient, riaient, se chamaillaient. Mais, quand le représentant de l'armée est arrivé, ils se sont tus et tenus à carreau. J'étais assis à côté de ma mère, et à ma gauche il y avait madame Chantry. Le révérend Vernet et sa femme étaient assis dans la rangée de devant, avec Nathan entre deux. Le représentant de l'armée était le sergent Michael O'Donnelly, de je ne sais quel bataillon aéroporté. Il nous a dit de l'appeler sergent Mike. Un haut-parleur avait été installé, et sa voix était claire, mesurée et précise. Il avait déjà fait ça de nombreuses fois, j'en étais certain, car c'était dans des villes comme Greenleaf, Myrtle Beach et Orangeburg que Johnson allait chercher ses 35 000 recrues par mois. Ils offraient du poulet frit et de la salade de maïs et de pommes de terre aux parents d'Amérique, et en contrepartie, ils leur prenaient leurs fils. Peut-être que les gens à Washington trouvaient que c'était un échange juste. Le sergent Mike était un orateur éloquent, un homme plein de verve et de passion. Il croyait en l'Amérique. Il croyait à la Constitution. Il croyait à la liberté de parole et au droit de porter des armes, et il s'en tirait à merveille, jusqu'à ce que Carl Winterson, qui tenait le magasin de radio, lui demande combien de nos boys étaient déjà morts là-bas. Pendant une fraction de seconde, il y a eu un silence, une tension palpable dans la tente. Au cours de cette fraction de seconde, c'était comme si nous étions tous réunis sous une grande couverture. Puis, une voix d'enfant a retenti d'un côté de la tente, une voix d'enfant qui a transpercé le moment de gêne et l'a coupé comme un rasoir, coupé en deux parties distinctes, telle une orange sur une planche à découper. « Serpent Mike, est-ce que le Viet Cong, c'est tel King Kong ?» Un silence absolu, puis une déferlante de rire. La tension a volé en éclats. La question de M. Winterson est restée sans réponse. C'était une question que le sergent Mike ne voulait pas qu'on lui pose. « Non, petit, » a finalement répondu le sergent Mike. « Le Viet Cong est sacrément plus réel qu'un gros singe. » Nathan a lancé un coup d'œil dans ma direction par-dessus son épaule. À voir son expression, je n'étais pas le seul à douter de la véracité de cette affirmation. Puis, le moment est arrivé. Le moment de recruter. Le moment de nous vendre notre propre liberté. Une liberté que je pensais que nous possédions déjà. C'était comme un pasteur évangélique quémandant de l'argent. Et les gens étaient embarrassés, parce qu'ils savaient que le pasteur était un ivrogne, un menteur et un coureur de jupons. Mais le sergent Mike avait déjà recruté par le passé, à de nombreuses reprises, et il a bombardé l'assistance de citations de Lincoln et de Robert E. Lee et du général Patton. J'ai alors compris que le sergent Mike parlait à moi, qu'il parlait à Nathan et à moi, et à tous les autres qui traînaient encore chez Bénise et se croyaient à l'abri du monde. Et j'ai compris autre chose. J'ai compris qu'alors que nous nous considérions encore comme des gamins, le monde nous voyait désormais comme des hommes. Des hommes qui auraient dû être disposés à mourir dans une jungle humide et sombre à l'autre bout de la terre. Le sergent Mike avait bafoué notre innocence et notre confiance, et la plupart d'entre nous ne nous étions rendus compte de rien. Marty Hooper a été le premier à se lever. Il s'est juste levé. Soudain, il était là, dressé comme une unique fleur au milieu de ce terrain de football. Quelqu'un a applaudi. Une paire de mains qui ont claqué comme une rafale de balles. Puis, pour imiter Marty Hooper, Larry James s'est levé à son tour. Puis un autre, et encore un autre. Une deuxième personne s'est mise à applaudir, plus vite, plus fort, et avant que je comprenne ce qui se passait, la tente était emplie d'applaudissements frénétiques,
Les pères étaient debout, étreignant leurs fils, les mères pleuraient, et les enfants observaient la scène avec de grands yeux étonnés, se demandant ce qui se passait, incapables de comprendre ce que tout ça signifiait. Nathan et moi n'avons pas bougé. Je crois que s'il s'était levé, je serais mort sur place. J'ai senti la main de ma mère agripper la mienne, et quand j'ai baissé les yeux, j'ai vu que les jointures de ses doigts étaient blanches, tant elle était crispée. Je savais qu'elle sentait que je la regardais, mais elle ne s'est pas tournée vers moi. Le sergent Mike était dans son élément. C'était son moment Kodak. Et alors même qu'il congratulait tout le monde, d'autres soldats, hommes et femmes, déambulaient parmi la foule pour rassembler les recrues, les guider vers une rangée de tables où des hommes assis tenaient des formulaires, des stylos et des décharges. J'étais terrifié. L'espace d'un horrible moment, je me suis imaginé me levant malgré moi, étant entraîné sur le côté, recevant des tapes dans le dos, sentant des mains inconnues qui serraient la mienne, tandis qu'un homme au regard sévère et à la voix plus sévère encore me demandait mon nom, mon âge, ma taille, mon poids. Mais je ne me suis pas levé. Je suis resté assis, aussi immobile qu'une statue. Je respirais à peine. Le vacarme m'a semblé durer une éternité, 1 heure, 1 jour, 1 semaine peut-être. Personne ne faisait attention à moi. Il n'y avait pas de regard accusateur. Personne ne s'est penché vers moi pour me demander quel était mon problème, si je me moquais de la liberté de ma famille, si je me moquais du mode de vie américain. De cette petite grâce, je suis éternellement reconnaissant. Et quand le bruit est retombé et que la foule s'est calmée, j'ai levé les yeux et vu que le sergent Mike était parti. Le serpent Mike, avait dit le petit garçon, et de toutes les personnes présentes, les pères et les mères, les frères, sœurs, cousins et voisins, ceux de Myrtle Beach et d'Orangeburg, qui avaient peut-être cru qu'il y avait un cirque en ville, les enfants qui rentreraient chez eux et verraient le lit de leur frère vide. J'étais persuadé que c'était ce gamin qui avait prononcé la seule vérité. Je n'ai rien dit. Encore une fois, il est des choses que seul soi-même et Dieu doivent savoir. Plus tard, alors que la tente avait été démontée, que le sol était jonché d'assiettes en papier, d'os de poulet, de brochures piétinées par 1000 pieds, Nathan et moi avons regardé les soldats qui repliaient la vaste bâche et la rangeaient dans un camion. Les garçons qui étaient devenus des hommes étaient déjà partis dans des bus. 46 en tout. À Noël, près d'une douzaine seraient morts. L'un d'eux reviendrait, après avoir laissé l'essentiel de la partie inférieure de son corps à Da Nang ou à Kilam, ou dans quelque autre endroit paumé. Il s'appelait Luke Schaeffer. C'était un joueur de football avant son départ. Un jeune type qui aurait obtenu une bourse d'études grâce à la vitesse de son bras droit. Il m'a raconté des histoires que je ne veux pas me rappeler. Même aujourd'hui que je suis plus vieux, endurci, un peu cynique, car certaines images qu'il m'a décrites suffiraient à me rendre fou. Je n'ai pas demandé pourquoi à l'époque, et je ne le demande pas maintenant. Il y a des choses qui tout simplement sont. Elles font partie de la vie. Et ça, à défaut d'autre chose, ça n'a jamais été une question de choix. Chapitre 7. Le prêtre, qui est venu me voir à Sumter, avait un visage plutôt honnête. J'apprendrai par la suite
que c'était une nouvelle mission pour lui, et je supposerais qu'un manquement ou un comportement inapproprié l'avait amené là. Je ne pouvais pas imaginer quelqu'un choisir de faire un tel boulot. Il s'appelait John Rousseau, devait avoir une petite quarantaine d'années, et il fumait comme un pompier, enchaînant cigarette sur cigarette. La salle où se tenaient ces entretiens, appelée Salon de Dieu par ceux qui avaient suffisamment d'humour pour prendre la peine de baptiser ce genre d'endroit, était une pièce étroite, qui abritait une table toute simple, 2 chaises, une vitre sans teint à travers laquelle les conversations étaient filmées, et 2 étagères. Au centre de celle du dessus se trouvaient 2 livres, une copie du Nouveau Testament et des psaumes, et une Bible de Gédéon. John Rousseau avait apporté sa propre Bible, un volume en cuir complètement cabossé qu'il agrippait comme on agripperait la main d'un enfant parmi la foule d'une fête foraine. J'aimais bien le visage de Rousseau, et même si nos brèves rencontres hebdomadaires n'étaient ni un choix, ni pertinentes, j'appréciais le fait de pouvoir parler pendant 1 heure à quelqu'un qui semblait plus se soucier de mon salut religieux et spirituel que de l'heure à laquelle je devais retourner en cellule. Notre première rencontre a eu lieu en août 1982. C'était un mardi, ça je m'en souviens. Et bien que j'en sois venu à apprécier le père John Rousseau, elle a commencé sur de mauvaises bases. Il m'a reçu, m'a serré la main, m'a demandé de m'asseoir à la table toute simple, puis il m'a dit qu'il se moquait que je sois innocent ou coupable. Un homme dans le couloir de la mort pense à peu de choses, si ce n'est à son innocence ou à sa culpabilité. Il a ensuite déclaré qu'il savait que j'allais mourir, qu'il avait parlé à Hatfield, le directeur du pénitencier, et qu'il y avait peu d'espoir que mon exécution soit repoussée ou que j'obtienne une grâce. Il m'a expliqué qu'il comprenait certains détails de mon dossier et de mon procès, que les problèmes soulevés les avaient propulsés dans la sphère politique, et qu'une fois que vous aviez atteint ce point, personne ne pouvait faire grand-chose pour renverser les décisions qui avaient été prises. Il s'agissait de ne pas perdre la face. Je me rappelle avoir ressenti les premières envies de violence en moi. Je ne suis pas un homme violent, je ne l'ai jamais été, mais la nonchalance presque suffisante avec laquelle il parlait de ma mort prochaine me mettait en colère. J'ai serré les poings sous la table, les jointures de mes doigts étaient comme des billes blanches, et si j'avais estimé que ça pourrait servir à quoi que ce soit, je me serais peut-être lâché. Peut-être pas physiquement, mais au moins verbalement. Mais j'ai retenu mes mains et tenu ma langue. Je n'étais pas en position de mettre en péril mon seul contact avec un autre être humain. Le père John Rousseau m'a alors interrogé sur ma foi. « Ma foi ?» ai-je demandé. Le père John a acquiescé. Il a grippé sa Bible comme si c'était une corde qui le reliait au rivage. Je me rappelle avoir regardé en direction de la vitre sans teint. J'ai souri pour la caméra, puis j'ai haussé les épaules. J'ai de la foi, mon père, mais je ne suis pas sûr d'avoir foi en les mêmes choses que vous. Le père John a souri. J'imaginais qu'il avait déjà entendu tout ça. Et en quoi croyez-vous que j'ai foi, Daniel ? A-t-il demandé. J'ai souri, esquissé un demi-sourire. Ce qui m'intéressait vraiment, c'était de savoir s'il m'offrirait une cigarette. En Dieu, ai-je répondu. Jésus-Christ, la crucifixion, l'Immaculée Conception, Marie-Madeleine, Lazare et la transformation de l'eau en vin, le pain et les poissons, la séparation de la mer Rouge, Moïse descendant du mont avec les 10 commandements,
la damnation éternelle pour moi et le paradis éternel pour vous. J'imagine que vous croyez en ces choses. » Le père John a souri. Et il a fait exactement ce que je voulais. Il m'a offert une cigarette. J'en ai pris une avec reconnaissance. Je ne me rappelais pas la dernière fois où j'avais fumé une cigarette entière seul. « Je crois en certaines de ces choses, » a déclaré le père John. « Mais je ne crois pas à la damnation éternelle pour qui que ce soit. » J'ai froncé les sourcils. « Je crois que l'enfer est une allégorie, » a-t-il poursuivi. « Je crois que l'enfer a été vendu comme un concept afin d'obtenir l'obéissance des gens. » « Vendu ?» Le père John a acquiescé, un sourire sardonique. « L'Église doit vendre ses produits comme tout le monde, Daniel. » J'ai souri à mon tour, peut-être avec une once de sarcasme. « Et le paradis ?» Le père John a secoué la tête. « Je ne crois pas que le paradis soit un endroit. Je crois que c'est un état spirituel. » Je n'ai rien répondu. « Alors, en quoi croyez-vous, Daniel ?» a-t-il finalement demandé. Il a allumé une nouvelle cigarette, sa 5e ou 6e depuis qu'il était assis. « En quoi je crois ? Je crois en beaucoup de choses. » Non seulement le père John n'a pas prononcé un mot, mais il m'a regardé d'un air inquisiteur. « Vous voulez savoir en quoi je crois ?» Le père John a fait un signe de tête affirmatif. Je me suis penché en arrière et j'ai réfléchi un moment. Je crois qu'il y a toujours des chiens soldats Cheyenne dans l'Oxbow. Je crois que les Rolling Stones ont assassiné Brian Jones. Je crois qu'Elvis est bien vivant et qu'il doit peser dans les 80 ou 90 kilos et qu'il vit quelque part dans l'Ouest dans un ranch. Je crois que l'homme n'a jamais vraiment marché sur la Lune, que toutes les images ont été tournées en studio par la NASA. Je crois que Gus Grissom allait tout balancer et qu'il a été éliminé. J'ai regardé en direction du père John. Il semblait attentif. « Vous voulez que je continue ?» Il a acquiescé. « Je crois que Kennedy a été assassiné par une fraternité politique et financière super élitiste comme le groupe Bilderberg parce qu'il était trop populaire, parce qu'il s'intéressait à l'intégration des Noirs, parce qu'il était imprévisible. Je crois que Joe Kennedy a fait un pacte avec la mafia, avec des gens comme Sam Giancana et son gang pour aider son fils à devenir président, et qu'en échange, il a promis que JFK foutrait la paix au crime organisé, mais qu'au bout du compte, JFK a manqué à sa parole et s'est mis à dos tout le monde à Vegas, à LA, en Floride et à New York. Je crois que Marilyn Monroe a été assassinée parce qu'elle couchait avec JFK. Je crois que Sirhan Sirhan faisait partie du projet Artichoke ou du projet MK Ultra de la CIA et qu'on lui a lavé le cerveau pour qu'il tue Robert Kennedy parce qu'il semblait en mesure de gagner la Maison Blanche. Je crois que l'accident de Chappaquiddick était un coup monté parce que Ted Kennedy n'aurait jamais songé à aller là-bas. Et je crois que Martin Luther King et Che Guevara ont été assassinés parce qu'ils représentaient trop de changements, de rébellions, de remises en cause. J'ai saisi une autre cigarette sans demander la permission. Le père John n'a fait aucun commentaire. Je crois que Nixon était un jeune prodige, mais qu'il est devenu fou, qu'il s'est mis à parler à sa mère morte et à croire que tout le monde le suivait, et que ceux qui contrôlaient le gouvernement savaient qu'ils ne pouvaient pas le descendre en plein jour comme JFK. Alors, ils ont monté le coup du Watergate. Bernstein et Woodward ont reçu toute l'aide
dont ils avaient besoin d'une personne au sein de l'administration Nixon, et Haldeman, Mitchell, Porter et les autres ont juste eu la malchance d'être là, au mauvais moment. Et je crois que la crise des missiles cubains, la baie des cochons et ce qui s'est passé à Dallas étaient simplement censés rappeler aux Américains que leur vie ne signifiait rien du tout. Qu'ils puissent être pulvérisés par une bombe atomique ou atteindre les plus hautes fonctions du pays, ça n'avait aucune importance, parce qu'ils pouvaient être éliminés de toute manière. Après le début des années 60, tout est parti en couille. Et avec le Vietnam, et les 35 000 hommes par mois qui sont envoyés faire la guerre de quelqu'un d'autre, tout le monde a plus ou moins baissé les bras et s'est résigné à une vie de télé, de Prozac, de comptage de calories et de bardage en aluminium. J'ai marqué une pause. Voilà ce que je crois, Père John. Le prêtre est resté un moment silencieux, puis il a déclaré « Vous n'êtes pas allé au Vietnam, n'est-ce pas ?» J'ai fait non de la tête. « Qu'est-ce qui s'est passé ?» a-t-il demandé. « C'est une longue histoire, ai-je répondu, tentant faiblement de le dissuader de poursuivre sur cette voie. Ma colère s'était dissipée et avait été remplacée par un mélange de fatigue et de frustration. Je ne comprenais pas le but de ces questions. Je ne voyais pas à quoi elles pouvaient servir. « J'ai le temps », a déclaré le père John. « Mais pas moi », ai-je répondu avec un sourire. « Vous avez mieux à faire ?» J'ai secoué la tête. « Vous avez aujourd'hui, » a-t-il poursuivi, « et un aujourd'hui vaut mieux que deux demain. » Je l'ai regardé. « Qui a dit ça ?» Le père John a souri. « Benjamin Franklin. Un aujourd'hui vaut mieux que deux demain, ai-je répété. C'est exact, a acquiescé le prêtre. J'ai esquissé un sourire un peu sarcastique. Il n'était pas dans le couloir de la mort quand il a dit ça, n'est-ce pas? Je comprends votre amertume, Daniel. J'ai hoché la tête. Merci, mon père. Le père John a souri d'un air compréhensif. Et votre sarcasme, vous croyez que je n'ai pas le droit d'éprouver un peu des deux? Je crois que vous avez droit à beaucoup plus que ce qu'on vous accorde, mais je ne peux pas y faire grand-chose. Je suis ici pour vous parler, pour écouter, pour essayer de vous aider à accepter l'idée de la mort. Ça fait plus de 10 ans que je le fais, mon père. Et pour essayer de vous donner l'espoir qu'il y a peut-être quelque chose de mieux après. Il a alors marqué une pause et m'a regardé. J'ai été troublé à cet instant, car j'avais déjà vu l'expression sur son visage. C'était celle d'un homme qui avait un secret. Me cachait-il quelque chose? Vous croyez ça? Ai-je demandé. Qu'il y a peut-être quelque chose de mieux après ça? Oui. Je me suis penché en arrière et j'ai fermé les yeux. Je n'avais plus envie de parler. Je voyais des couleurs derrière mes paupières. La tête me tournait un peu à cause de la nicotine. J'avais un amer goût de cuivre dans la bouche, pas déplaisant, juste inhabituel. Je sentais la présence du père John face à moi, mais je n'éprouvais guère le besoin de lui faire plaisir. C'était lui qui était là pour moi, pas l'inverse. Vous parlerez quand vous aurez envie de parler, Daniel, a déclaré le père John. J'ai entrouvert un œil et les regardé en fronçant les sourcils. Il semblait aussi détendu et calme que moi.
Je n'ai pas envie de grand-chose, ai-je remarqué. Le père John a haussé les épaules. Ok, a-t-il dit. Il y a eu un nouveau silence d'environ 1 minute. Je me disais que vous pourriez me parler un peu de Nathan, a-t-il finalement suggéré. J'ai rouvert les yeux et me suis penché en avant. Nathan? Oui, Nathan. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur Nathan? Il a de nouveau haussé les épaules. Tout ce que vous voudrez? Nathan était comme un frère, et j'ai expliqué. Je sais. J'ai plissé les yeux. Comment vous le savez? Parce que, quand j'ai mentionné son nom, vous avez semblé plus humain que le reste du temps. Très profond, ai-je répliqué. Qu'est-ce que c'est censé vouloir dire? Ce que ça dit, a-t-il répondu. Il y a moins d'amertume, de cynisme et de frustration dans votre voix. Nous pourrions être assis côte à côte, dans un bar, en train de tailler une bavette. Nathan disait souvent ça. Disait souvent quoi? A demandé le père John, en fronçant les sourcils. Cette expression, tailler une bavette. Il a acquiescé et souri. Alors, vous voulez me parler un peu de lui? Je suis resté un moment sans rien dire. J'étais fatigué. Je commençais à avoir mal à la tête. Je ne crois pas que j'avais autant parlé depuis 1 an. Vous voulez? A répété le père John. Je suppose. Si vous voulez. Oui. Je le veux, a dit le prêtre avec une expression sincère. Alors je l'ai fait. C'était comme marcher en arrière et sous l'eau en même temps. J'étais surpris par la netteté de mes souvenirs, par les images qui me revenaient tandis que je parlais. Il y avait des choses dont je me souvenais avec une clarté cristalline, des choses auxquelles je n'avais pas pensé depuis plus de 15 ans. Et ces choses revenaient presque d'elles-mêmes, comme si elles avaient souffert de manque d'attention, comme si le son de ma voix leur avait manqué, parce qu'elle faisait autant partie de moi que de Nathan. Et je les laissais faire, non parce que j'éprouvais le besoin de parler à John Rousseau, prêtre ou non, mais parce que ça faisait si longtemps que je n'avais pas parlé de Nathan Vernet, que j'avais commencé à oublier comment tout s'était passé. Et ça, je ne pouvais pas le faire, car si j'oubliais Nathan, j'oublierais aussi pourquoi l'État de Caroline du Sud allait me tuer. Et je n'avais aucune intention de mourir sans raison.